jour où j'ai commencé jusqu'à on a ouvert la plateforme, il y a eu 6 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, je suis pas vraiment en feuille blanche, et 6 mois après, on ouvrait avec des personnes sur la plateforme et le premier client. C'est extrêmement vite. On a acheté 3 usines, 5 pressings, on a fait une grosse campagne Coca, et en fait, on s'est retrouvé avec des milliers de clients du jour au lendemain. En plus, monstre boom, on avait 15 chauffeurs, on avait 50 personnes qui travaillaient entre les usines et les petits shops. J'avais 7 personnes au bureau. Dans cet épisode, nous avons la chance de discuter avec Andreas Schollenborg, fondateur de Batmade, avec qui nous discutons du travail au noir, de comment c'est de croître une entreprise à l'international et de comment c'est de bosser avec Martina Hingis. Andreas, merci beaucoup d'être là. Et c'est un plaisir de t'accueillir. Je propose de commencer par la situation un peu du travail en Suisse, vu que c'est un petit peu la base de Batmade. Et par une situation que tu as dit qui, moi, m'a vraiment halluciné quand je l'ai lu, c'est qu'en Suisse, sur un marché avoisinant les 1 milliard de francs, entre 75 et 80% serait du travail au noir. Tu as donc créé Batmade avec la vision de contrer un peu ce pourcentage-là. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur cette problématique-là? Tout d'abord, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense revenons peut-être à la jeunesse de Batmade. Donc, quand j'ai monté Batmade, j'avais eu l'idée quand je vivais à New York d'une plateforme qui s'appelait Handy.com. Qui maintenant a été racheté par Engie Home Services qui est coté au Nasdaq. Et j'ai utilisé le service, c'était génial. Et en revenant en Suisse, je me suis dit, ça n'existe pas, donc je vais monter ça. Je dirais un petit peu la pensée quand j'avais 26 ans à l'époque. Donc ma petite pensée, c'était de me dire, en fait, une plateforme, il n'y a pas beaucoup d'employés, tout est géré par la plateforme, tout est automatisé. Donc je suis venu là-dedans, je me suis dit, bon, ça devrait être facile. Et là, j'ai fait des cours de nettoyage. Et en faisant les cours de nettoyage, j'étais avec 24 femmes, j'étais le seul homme. Et pendant 3 mois, j'ai fait ces cours avec ces superbes femmes et qui m'ont expliqué leur histoire de vie. Et en fait, ça m'a choqué, entre guillemets, ça m'a interloqué de voir comme il y avait peu de choses qui étaient mises en place pour elles. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il fallait que Batmade devienne en fait une boîte qui a un impact social extrêmement fort. Et que c'était le seul moyen pour nous de grandir et de faire en fait du bien autour de nous. Et je pense à d'où le nom Batmade, c'est Heroes of the Shadow. Et c'est vraiment en fait le shadow dans l'esprit du travail au noir. Et c'est de dire comment on peut donner plus de protection et de sécurité pour l'ensemble de toutes ces personnes-là. Je crois que je viens de comprendre un truc. Est-ce que du coup, Batmade, c'est parce que tu as vu ça à New York et du coup, la connotation Batman, Batmade, ça vient de là ou pas du tout? Non, ça vient pas de là. C'est plutôt Ok, moi qui j'ai suis cru qui avoir était, une qui était révélation. fan. C'est moi qui étais fan. Alors j'adore D'accord. New York. Ouais. D'abord j'étais à New York pendant 6 mois, donc j'ai adoré. Non, c'est plutôt que j'adore le personnage D'accord. Ok. de science-fiction. Et je voyais beaucoup de similarités en fait de ce qu'on voulait faire, c'est qu'en fait il fallait vraiment aider les gens un petit peu à sortir de l'ombre et de les mettre en lumière parce qu'elles font un travail qui est fantastique. On a des hommes, on a tous les sexes aujourd'hui, donc vraiment sortir et donner vraiment une perspective de vie qui soit extrêmement saine pour ces gens pour le futur. Voilà. Pourquoi tu penses en Suisse et ailleurs, hein, mais là on parle des chiffres suisses, il y a toujours autant de travail au noir, que c'est toujours autant accepté d'une certaine manière, tu vois, c'est un peu, enfin c'est pas un truc, les gens vont le dire, ils ont pas forcément honte de le dire, etc. C'est encore très, un peu banal comme ça. Est-ce que c'est un manque, entre guillemets, d'éducation? Ça veut dire, bah, parce que, je sais pas, on sait pas, parce qu'on s'intéresse pas. C'est quoi un peu le problème sous-jacent derrière? C'est pas que le cash, tu vois, il y a un autre truc. C'est une très bonne question. L'État, à la base, avait mis en place la déclaration simplifiée. La déclaration simplifiée, elle s'applique pour toutes les personnes qui ont affaire à des gens qui viennent travailler à la maison. Donc, c'est le service à domicile. Et cette déclaration simplifiée permettait aux gens d'avoir moins de paperasse administrative qu'on déclare quelqu'un. Pour en fait faire une grosse incentive, un avantage pour les gens qui devaient déclarer leur personnel. Ils ont mis en place ça, c'est d'ailleurs ce que fait Chèque Emploi, Chèque Service, Quit, il y en a d'autres. C'était notre ancien modèle aussi, c'est ce Ok. qu'on faisait à l'époque. Euh, et c'est par là qu'on a commencé. Et ils se sont dit, en mettant ça en place, ça devrait réduire le travail au noir. Ce qu'ils ont vu, c'est que l'impact était très faible, en fait, de gens qui allaient quand même déclarer parce que en fait, l'administratif était simple. Donc, il y a jamais eu grand-chose après coup. Et je dirais que du fait que c'est un marché qui est complètement fragmenté, qu'il n'y avait pas d'entreprise leader avant que nous on arrive, et qu'il y a tellement de clients, tellement de personnes qui travaillent dans cette industrie, qu'il n'y a personne qui en fait a monté une voie pour aller parler aux politiques, pour aller en fin de compte essayer d'aller défendre cette cause. Et au Parlement aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de causes à les défendre, donc en fin de compte, c'était pas forcément une des priorités. Euh,
Aujourd'hui, pour le vin, nous, ce qu'on voit, c'est que si on prend l'image des autres pays européens, il y a plein de pays qui ont fait certaines mesures qui sont différentes. Par exemple, la France, c'est 50% de déduction immédiate d'impôt. Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que le client français paye 50% du montant du ménage et les autres 50% sont payés par l'État français. Si on prend dans les pays nordiques, ça marche exactement de la même chose. Je parle de la Finlande et de la Suède. Si on prend la Belgique, c'est un peu similaire. C'est un petit peu préhistorique leur système. Ils marchent avec des coupons. Donc on achète des coupons dans des kiosques ou digital maintenant. Et on échange ces coupons avec les entreprises de nettoyage. Et en fait, ces coupons, l'État belge paye 70% du montant directement aux entreprises. Elle reste est payée par le client final. Et qu'on voit, et par exemple, après, il y a l'Allemagne qui a en fait des déductions de taxes qui vont jusqu'à 20%. Il y a le Luxembourg qui a mis en place à peu près le même système. En Suisse, on n'a rien aujourd'hui. On va y arriver à un moment donné ou, à ton avis, c'est pas du tout. Alors, ce qu'on voit en fait de tous les autres pays qui ont mis en place des systèmes, c'est que la seule manière pour faire vraiment baisser le travail au noir d'une manière, je dirais, pas juste un 2 ou 3%, mais vraiment d'une manière long terme et je dirais de diminuer ça de 2 ou 3. Il faut absolument faire en fait une incentive pour le client qui est reliée au prix. En Suisse, on n'est pas un pays au subside. Donc, on est, je dirais, par rapport à la France, où on a l'habitude de demander des subsides pour tout, la Suisse n'est pas un pays à subside. Donc, en fait, la manière dont nous, on voit qu'il pourrait être mis en place dans le futur, c'est par une déduction fiscale. C'est-à-dire qu'on aurait un montant dans l'année, que si les personnes, en fait, dépensent ce montant-là, ils peuvent le déduire, en fait, des impôts, et ce qui crée, en fin de compte, un rabais qui est quand même conséquent. Si on parle de montants entre 3 à 5 000 francs, si on prend 3 à 5 000 francs, si on se dit que sur ces montants-là, on va payer minimum à peu près 20% d'impôts dans un foyer, je dirais à peu près lambda en Suisse, ça veut dire quand même qu'on a 600 francs sur l'année qui a un vrai rabais en réalité sur ce qu'on a dépensé. Si on prend sur un client moyen chez nous qui dépense en heures de nettoyage, ça correspond entre 5 à 8 francs, ça va dépendre un petit peu de la fourchette et où il se trouve et dans quel comptant, à peu près entre 5 et 8 francs par heure en moins. Et ça va avoir une vraie incentive. Il y a deux effets. Le premier, c'est qu'avec cette réduction, les clients actuels peuvent peut-être bénéficier de plus d'heures de nettoyage parce qu'aujourd'hui, ils prennent peut-être juste le maximum par rapport à leur budget. Donc, ils vont pouvoir peut-être prendre plus. Et la deuxième incentive, c'est qu'en fait, beaucoup de gens qui étaient au travail au noir, en fait, vont voir que la différence entre le travail au noir et d'avoir dans le marché légalisé se rapetissent, donc vont passer au marché légalisé. Et en fait, on pense que c'est un petit peu la voie que nous, on pousse en Suisse pour entre guillemets, aider ce travail au noir à se réduire. Pour avoir un maximum d'impact. Ouais. Exactement. Ok, intéressant. Ouais, c'est fascinant parce que dans les autres pays, de ce que j'entends, j'ai l'impression que du coup, l'État a pris cette charge sur ses épaules et il n'a pas transformé les travailleurs en fonctionnaires, mais en gros, le 50% de ce prix-là est à la charge de l'État, ce qui n'est pas quelque chose qui serait possible chez nous. Donc, on doit trouver des solutions alternatives qui sont intéressantes fiscalement, mais c'est vraiment une question de tarif. Donc, c'est une question de prix. En fin de compte, si on veut un moment que les gens switchent leurs habitudes sur quelque chose de différent, il faut avoir une incentive prix. Si on regarde par exemple les véhicules électriques, c'est assez simple. Tant que l'État, en fin de compte, on regarde en Suisse, à un moment l'État suisse a dit maintenant on va commencer à mettre des subventions. À un moment donné, il y avait des grosses subventions sur les véhicules électriques qui maintenant ont été arrêtées. En fait, tout le monde a shifté sur le véhicule électrique. Et c'est avec l'arrivée de Tesla que c'est à peu près là où c'est arrivé. Je pense qu'il y a eu du lobbying derrière qui a dû se passer. Mais en gros, on voit qu'il y a eu une incentive financière. Donc les gens shiftent leur habitude. Et en fin de compte, c'est une des seules vraies manières, à mon avis, pour nous en tout cas, de changer le paradigme en Suisse de 75% de travail au noir. Et comment tu vois le futur de ce marché-là ? Est-ce que le consommateur doit y faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui devraient faire autre chose selon toi pour faire avancer aussi cette problématique ? Je pense que qu'on a tous une raison de faire ce changement. Je dirais que le client final, c'est une question de respect et de vivre en société d'une manière correcte. C'est-à-dire que quand on emploie quelqu'un qui vient chez soi, c'est normal qu'on donne une protection, une sécurité à cette personne-là et qu'on ne se dise pas que quand elle va être à la retraite, en réalité, elle n'aura pas d'AVS, elle n'aura pas de second pilier. Et en fin de compte, cette personne-là sera pauvre et va vivre en fin de compte au crochet de la société à ce moment-là. Si elle a un accident au travail au noir, elle n'est pas assurée. Si elle fait un dommage et le client, tout d'un coup, au noir, normalement, on devrait payer, mais au noir, beaucoup de choses se passent
complètement en dehors des lois. Et si elle fait un dommage et que la personne lui retient son salaire, bah, elle n'a aucun pouvoir, en fin de compte, pour aller faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de préjudices qui sont faits dans le travail au noir. Et je pense qu'en fait, euh, c'est notre responsabilité individuelle d'avoir un impact social sur demain et autour des gens qu'on a autour de nous. Aujourd'hui, je pense que nous-mêmes, on n'a pas envie on a envie d'avoir une retraite confortable. Pourquoi on ne serait pas d'accord de donner les mêmes attributs aux personnes qui viennent faire un travail chez nous? Je pense que c'est juste une suite logique. Concernant le personnel de nettoyage, beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne comprennent pas en fin de compte le système déclaré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont contre en fait la déclaration parce qu'elles ne comprennent pas tous les attributs positifs qu'il y a à être employé par une entreprise de nettoyage ou être employé par un client final. Donc il y en a beaucoup aujourd'hui il y a aussi beaucoup de noms qui viennent de ce côté-là. Et je pense que ce côté-là, c'est un travail éducatif qu'on doit faire. C'est comment en fin de compte on peut leur apprendre comment le système suisse fonctionne pour qu'en fin de compte, elle puisse avoir la confiance et de se dire qu'en fait, ça vaut la peine de faire le pas d'être déclaré. Si on prend les entreprises, je pense que nous, on le fait beaucoup. On le met, d'ailleurs, on voit souvent #FightBlackMarket, c'est une de nos grosses missions. Bah pour nous, on l'affiche clair et net que c'est notre mission, c'est d'aller se battre contre ce marché au noir. Et je pense que j'espère que nos compétiteurs feront le même pour vraiment donner plus de sécurité et de protection à nouveau à toutes ces personnes. L'État... je pense que c'est la responsabilité de l'État aussi de le faire. Il y a eu des campagnes qui ont été faites. Hein. Ce n'est pas comme s'il n'y avait rien qui avait été fait dans le passé. À Genève, il y a eu une ou deux campagnes qui ont été faites, sur le reste de la Suisse aussi. La problématique, c'est que les campagnes, il n'y a aucun dialogue en fait, entre les campagnes de marché au noir faites par l'État et les entreprises, ce qui est extrêmement dommage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils font la promotion de dire juste « battez-vous contre le travail au noir », mais il n'y a pas d'option, on n'offre rien derrière. Et ça, c'est une problématique aujourd'hui. Et je pense que là, l'État, en fin de compte, doit approcher un peu plus les entreprises, comme ils le font en France, comme ils le font en Allemagne, comme ils le font dans les pays nordiques, où, en fin de compte, l'État parle avec les entreprises pour trouver des solutions communes. Ouais, donc on a tous un rôle à jouer là-dedans. Et il faut essayer d'avancer sur ce marché-là. Intéressant. Belle mission. Ouais, belle mission. Je change un peu de vitesse pour parler de Martina Hingis. Rien à voir. Mais du coup, vous revenez de re-signer un contrat avec elle sur 3 ans, qu'on a vu. Comment est-ce qu'un deal comme ça se passe et pourquoi est-ce qu'avoir une personnalité comme ça vous aide aussi dans votre mission pour essayer d'avancer chez Batmaid? La première question, c'est pourquoi on a pris un ambassadeur. J'avais un ami qui travaille pour une très grosse société suisse qui a un ambassadeur très connu, je ne pourrais pas les nommer, et qui m'avait parlé en fin de compte de l'effet positif d'avoir un ambassadeur pour sa société. Et à ce moment-là, on a étudié en fait toutes les différentes personnes en Suisse qu'on aurait pu prendre comme ambassadeur ou ambassadrice. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de sports, on ne connaît pas la tête de la personne. C'est-à-dire que le ski, à part Beat Feuz, peut-être un Marco, les autres, on ne les connaît pas. Ils ont toujours un casque, des lunettes et on ne les reconnaît pas, ou un bonnet. Si on prend le hockey sur glace, on connaît des noms de joueurs, mais pour connaître leur tête, il faut être un vrai fan. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que nous, on a des sports d'hiver, surtout qui sont connus en Suisse, à part le tennis, où on a un Federer, un Wawrinka, mais ce n'était pas dans nos moyens. Mais dans les autres sports, c'est compliqué de trouver en fait des têtes de proue que tout le monde en Suisse peut reconnaître rapidement. Donc ça, c'était la première chose. Donc on s'est dit, on va aller dans des sports où en fait on connaît à peu près qui c'est. Il y a Didier Cuche, aussi à l'époque, mais Didier Cuche, c'était peut-être... nous, on cherchait quelqu'un qui était vraiment dans notre tranche d'âge de clients, c'est-à-dire une maman, avec un enfant. Et Martina venait d'avoir une fille à ce moment-là. C'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, c'est parfait, ça regroupe. Et elle a partagé nos valeurs. C'est-à-dire qu'on a eu un échange avec elle d'à peu près 1 à 2 heures. Moi, j'ai expliqué pourquoi on voulait la choisir, pourquoi on pensait que ça faisait un fit. Et en fait, elle a beaucoup apprécié la mission que Batmaid avait. Et pour elle, ça lui faisait plaisir de pouvoir en fait aider toutes ces femmes, ces hommes, en fin de compte, de sortir du marché au noir. Et il y a eu un super fit. On a hésité, pour être sincère, on avait Lara Gutz d'un côté et on avait Martina. Et on a choisi Martina parce qu'il y a eu un meilleur fit, je dirais, sur le début, sur les discussions qu'on a eues avec elle. Et qu'on la reconnaît, du coup. Et qu'on la reconnaît. Comment ça se passe? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont vécu ce process-là d'aller choisir un ambassadeur à ce niveau-là. Ça se passe comment un deal comme ça? C'est déjà, comment tu rentres en contact avec la personne? Où est-ce que tu vas chercher? Est-ce que toi, tu avais des contacts? Est-ce que tu as googlé le truc? Ça se passe comment le process où tu te dis, allez, on doit trouver quelqu'un, peut-être Martina Hingis, c'est intéressant.
C'est quoi à ce moment-là le process pour aller faire ça, quoi, au moment où tu conclus le deal, quoi? La plupart des athlètes suisses sont des agents. Donc en fait, on passe par des agents. Donc il y a des boîtes d'agents qui sont connues. Il y en a à peu près, bon, il y en a un peu pas dans toutes les grosses villes suisses, il y en a. Et en fin de compte, ces boîtes d'agents représentent un certain nombre d'athlètes. Et en fin de compte, il faut juste approcher ces boîtes d'agents et en fait, ils nous proposent une Palette panoplie ok. d'athlètes qui sont ou pas dans leur portefeuille, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent proposer, c'est un petit peu le même système que dans l'immobilier, hein. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre portefeuille de maison, mais s'ils voient une autre maison qui peut plaire, ben, en fait, après, il y a un deal Ils qui se font un passe deal aussi entre eux. entre les deux après Ouais. derrière. Donc nous, Martina n'était pas dans les agents qu'on a approchés au début. C'était avec un autre agent qui était en Suisse allemande, qui nous a mis en contact, et c'est là où on a commencé à discuter, et ça s'est bien passé. Donc c'est des agents. C'était important que ce soit dans le sport. Ça pourrait être aussi dans la musique ou autre. Est-ce qu'il y avait une raison particulière que ce soit un ou une sportive? Absolument pas, en fait. Non, Non, nous, on regardait musicien, oui, mais en fait, c'était compliqué, je dirais. On a peut-être un Bastien Becker, on aurait pu peut-être potentiellement essayer. par exemple. Euh, on a Il regardé, y en mais a en pas fin de compte, énormément, ouais. il y en a Il y a pas pas un grand énormément, en choix. fait. Mais c'est vrai que Bastien Becker, ça aurait pu être quelque chose à l'époque. Ouais, j'ai pensé à stress aussi, je sais pas pourquoi. Mais non, mais c'est intéressant. Après, le côté sportif, enfin, on retrouve souvent des valeurs sportives dans l'entrepreneuriat, dans la construction d'entreprise. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait un lien là, à ce niveau-là. Si toi, par exemple, tu disais non, mais je trouve que dans le sport, bah, on a aussi ces valeurs de pousser un message, d'aller plus loin, etc., qui sont des choses qui peuvent aussi être transmises à votre public cible via Martina. Mais du coup, comme tu me dis que non, donc c'est intéressant d'avoir aussi ce Bon, on a feedback. sponsorisé beaucoup d'événements sportifs. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé dès le début. On faisait, jusqu'à l'année passée, maintenant on a arrêté, on fait 3 ou 4 événements maintenant annuels. Mais à un moment, on en faisait 35 à 40. Presque tous les marathons de Suisse, on était dessus. Les Ah ouais. Ironman de Suisse, on était dessus. Les Red Bull, tous les gros événements Red Bull, on était un partenaire. Donc, on a fait le Flugtag, la caisse savon, le skate ice, là, je sais plus comment Ah ça oui, s'appelle. oui, Ouais. à Lausanne, là où ils descendent à fond Ouais, ça, on isolé. l'a fait aussi. Euh, on a fait beaucoup les 20 km. On a fait énormément on avait toute une équipe d'ailleurs qui s'occupait de ça chez nous en interne et on faisait des événements sportifs. Donc, c'est pour ça que je pense que le sport, c'était les premiers lieux où on a été parce qu'on faisait beaucoup d'événements sportifs à côté. Mhm. Et pourquoi vous le faites moins? Parce qu'aujourd'hui, on a changé notre stratégie marketing, Ouais. je dirais. Maintenant, on est plus on a un peu shifté sur autre chose. Moi, j'aime beaucoup les événements sportifs. Ouais. C'est juste que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on est sur quelque chose où on doit être extrêmement optimisé pour arriver, en fait, on a certains objectifs dans la boîte. Donc maintenant, pour arriver à ça, on a changé un petit peu notre stratégie. Mhm. Euh, Aujourd'hui, vous êtes internationaux, vous n'êtes pas qu'en Suisse, vous avez des bureaux en France, en Allemagne, en Belgique, tu mentionnais avant. En 2021, tu disais que vous alliez atteindre 15 villes européennes. Bon, déjà double question, parce que vu qu'on parlait de Martina Hingis, est-ce que Martina Hingis, elle est aussi connue dans ces villes-là? Est-ce que vous l'utilisez aussi comme image dans ces pays-là? Et ensuite, où est-ce que vous en êtes sur votre objectif de croissance de villes en Europe? Est-ce que vous êtes on track par rapport à ce que vous vouliez? Est-ce que vous êtes en avance, à reculons? Et où est-ce que vous en êtes un peu vis-à-vis de tout ça? Alors, Martina Hingis dans les pays européens, elle est très connue. Même dans les autres pays, on l'utilise pas comme marketing parce qu'on fait pas autant de marketing qu'en Suisse. Ok. En fait, pour nous, le budget marketing va aussi dépendre un petit peu de notre taille sur place. Et chaque pays est extrêmement différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mimer, je dirais, ce qu'on a fait ici en Suisse dans toutes les villes en Europe. Ça marche pas comme ça. Mm. La France, c'est très particulière. Par exemple, en France, il faut vite aller à la télévision. Mais si on va à la télévision, il faut avoir pas qu'une ou deux villes, il faut être sur à peu près, je dirais, 10 villes pour qu'on ait un rendement sur l'investissement qui vaille la peine. Et chaque ville a un petit peu, je dirais, chaque pays a un petit peu des spécificités comme ça. Ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à prendre juste une campagne Vous n'avez pas un playbook et puis tu dis bah on va ouvrir le prochain, ça va se passer entre guillemets exactement comme ça et puis chaque fois c'est différent, chaque fois tu as d'autres stratégies, etc. Ouais, on a appris en faisant au début, c'est-à-dire qu'au début, on a essayé de répéter un petit peu ce qu'on avait fait Copier-coller, ouais. ici. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça fonctionne pas. Pas de la même manière, en tout cas. Ça, c'est un gros challenge européen finalement. Et c'est un peu un avantage qu'ils ont aux States, moi je trouve. C'est là-bas finalement, que tu sois à Seattle ou à New York ou ailleurs, je pense que tu peux avoir un playbook qui se réplique relativement facilement. En Europe, que tu sois à Genève, à Paris, à Stockholm, à Berlin ou à Prague, ça n'a rien à voir. Alors, il y a le marketing qui est différent, après, il y a tout le droit du travail.
Ouais, vous avez double combo. Double peine. Ouais. Double peine. Je dirais que Ouais. le droit du travail, c'est encore plus complexe que Que le marketing. Ah en lui-même. Ouais, tu m'étonnes. Comment vous faites ça d'ailleurs? Comment vous devez étudier tout ça en amont? Vous avez des avocats qui vont sur place, qui vérifient les lois des différentes villes, vous faites des études de marché avant de savoir comment vous implémentez? Alors, on a une sorte de grande matrice, qui est une grosse matrice. Et en fait, dans la matrice, on a plein de questions qu'on se pose. Et en fait, par rapport à ces questions, c'est ce qui va en fait venir alimenter après nos algorithmes. Parce qu'on a beaucoup d'algorithmes qui marchent sur la plateforme. Et en fait, par rapport à l'allocation des jobs, par rapport au contrat de travail, les minimums, les maximaux, et chaque pays a des spécificités extrêmement fortes. Je dirais, la Suisse, c'est le plus simple de ce niveau-là. Après, des autres pays européens, c'est assez compliqué. C'est vraiment, on crée des algorithmes en fait, qui sont en relation avec le droit du travail. Donc en fait, pour répondre à ça, en fait, on a juste une liste de questions, on répond à ces questions et ça nous permet de créer les algorithmes derrière. Et après, bon, on a beaucoup de documents à faire signer à droite et à gauche et après, on gère un peu différent d'un pays à l'autre. Il y en a, ils acceptent la signature électronique, d'autres n'acceptent pas. Donc en fait, il y a plein de différents procédés après. Pour chaque pays, quand vous ouvrez, ou ville, on va dire, quand vous ouvrez une nouvelle ville, à chaque fois, c'est un nouveau bureau, une nouvelle équipe qui est mise en place dans la ville en question, etc. Ou Pas forcément. Ok. Pas forcément, c'est plutôt par pays qu'on va ouvrir un nouveau bureau, mais pas forcément par une nouvelle ville. Ok. Parce qu'en fait, on peut gérer une nouvelle ville sans y être présent. Sans y être présent. Vous êtes dans combien de villes maintenant? En fait, on est dans beaucoup, après ça dépend Comment tu comptes? Mais ouais, comment on compte. Ouais, par exemple, en Suisse, on couvre, on prend ici Genève jusqu'à Zurich, on fait une ligne droite, on couvre tout. Ouais, alors peut-être en pays c'est plus facile effectivement. Du coup, Donc en combien de Suisse, pays? on couvre tout à part les montagnes, je dirais, ou bien les zones très reculées, mais on couvre presque tout le reste sinon, en Suisse. En France, on couvre quatre villes. En Italie, on couvre 2 villes. En Allemagne, on couvre 4 villes. Le Luxembourg, bon, c'est pas grand, mais on couvre presque l'entier du territoire. Il y a juste le nord-nord qu'on couvre un peu moins. La Belgique, on fait qu'une ville. Après, j'ai peut-être oublié un pays, mais voilà. mais si on prend justement ce target que vous aviez de 15 villes européennes en 2021, là, si mon calcul est bon, vous l'avez largement, entre guillemets, dépassé, on va dire. C'est quoi le prochain target pour vous en termes de nouveaux marchés, etc. Alors, il y a 2 marchés qu'on a fermés entre-temps. On était ouvert aux Pays-Bas, on a fermé, et on a été ouvert en Pologne aussi pour le nettoyage, et on a fermé. Il y a 1000 raisons, j'imagine, mais Je mais dirais une que la synthèse raison de- principale, c'est que les Pays-Bas, le travail au noir est complètement accepté par l'État. Donc en fait, Ok. ce qui veut dire que c'est que pour convaincre quelqu'un de venir, c'est qu'en fait, c'est très compliqué. On a eu des clients, donc on avait des clients, mais c'est extrêmement compliqué. Et le droit du travail en Hollande, je pense que c'est le plus dur de tous les pays où on était ouvert. Dur dans quel sens? Ouais, très restrictif, Restrictif. extrêmement restrictif, très compliqué. Ok. Vous avez été dans les pays nordiques déjà ou pas? Non, mais je connais un peu leur modèle, je suis à moitié suédois, donc je connais. On a 2 moitiés suédois Tu parles suédois? dans la même. Ah bah voilà. Allez, on change en Allez, suédois. on- C'est on parti, switch je vous en laisse. suédois. Ah c'est drôle, je savais pas que t'étais suédois. Oui, parce que le droit, enfin pour la petite anecdote, le droit du travail suédois c'est une galère sans nom aussi, en l'occurrence. Il est compliqué, mais je dirais la chance de la Suède. Nous, on n'est pas ouvert en Suède, hein. Non, ouais, Mais ça, par j'ai- contre, je j'avais connais regardé. je connais mes compétiteurs en Suède. On se rencontre assez régulièrement ou on se parle au téléphone assez régulièrement. Euh, la Suède, les contrats de travail ils sont pas plus compliqués que d'autres pays. La Hollande, c'est restrictif dans les montants, dans tout ce qu'on nous demande. L'employeur, en fin de compte, est à tort dans n'importe quel type d'événement et on doit vite payer des grosses sommes. Même si on vire, alors qu'on avait tous nos droits de virer la personne. Donc ça devient très compliqué en fait à gérer une boîte avec ça. Dans une boîte normale de bureau, pas de souci. Mais dans une boîte où on envoie quelqu'un par-ci, par-là, etc. Et donc on se rend compte après 3, 4, 5 ménages qui a un problématique, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté. Et de plus, sur place, le travail au noir par les autorités était mal considéré. Et ensuite, en Pologne, on a arrêté parce que on a commencé à avoir des compétiteurs qui arrivaient de l'Europe de l'Est, avec des prix qui faisaient aucun sens, avec des campagnes mais démesurées. En fait, en faisant nos petits calculs, je
quelque chose qui jouait pas derrière. Et on a préféré se retirer de ce marché-là avant de continuer plus loin. Ok, intéressant. Et des pays comme l'Angleterre, l'Espagne, peut-être un peu plus à L'Espagne, l'est aussi, il y a Slovénie. il y a beaucoup de boîtes qui sont ouvertes en Espagne qui font ce qu'on fait. Ok. Peut-être pas beaucoup qui sont digitales, mais il y a beaucoup de boîtes qui font notre service. Les services à domicile en Espagne sont extrêmement bien vus et depuis très longtemps. C'est un des pays les plus évolués, je dirais, d'Europe par rapport avec la France sur sur tous les services à domicile. Euh, mais on n'a pas ouvert là-bas parce qu'il y a beaucoup de compétition. Moi, je parle pas non plus espagnol. Donc ça pouvait compliquer un petit peu les choses. Ensuite, et l'Angleterre, c'est en fait les heures de nettoyage sont vraiment pas chères. Donc en fait, il faudrait on vende 3 heures à Londres pour faire 1 heure en Suisse. Ah oui. Donc Ouais, tu te on bats a posé sur, le pour et le contre et on s'est dit, ouais, ça fait pas beaucoup de sens. Surtout qu'il y a les salaires, entre guillemets, des gens dans les bureaux et les bureaux coûtent cher à Londres. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut 3 fois plus de nettoyage pour revenir sur nos coûts fixes. Après, t'es pas obligé d'avoir ton bureau à Londres. Il pourrait être. À Londres, tu serais obligé. Ok. Non, à Londres, tu serais obligé. Parce que je dirais, quand nous, on n'ouvre pas un bureau dans une ville, ça veut dire qu'on peut se déplacer très rapidement sur place. C'est-à-dire qu'il y a un train qui nous amène en 1 heure, etc. Mais faire Paris-Londres tout le temps pour des choses, ça deviendra un peu complexe, surtout que la France, c'est un marché qui est déjà bien compliqué. Donc, si on ouvrait Londres, on l'a étudié Londres. Ouais, j'imagine. Ouais. On l'a étudié, mais on s'est dit que c'était pour plus tard. Ok. Aujourd'hui, là, on parle surtout, là, dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on parle surtout de Batmade, mais il y a d'autres entités au sein du groupe en soi. Alors, on va en parler après, mais pour moi, ce qui nous intéresse particulièrement, je trouve, quand on a une société qui ensuite fait un groupe avec des entités dessous, c'est à quel moment cette réflexion est venue, c'est-à-dire à quel moment pour vous c'était intéressant d'avoir cette structure de groupe, euh, et comment tu commences le process de mettre ça en place, c'est-à-dire à quel moment tu te dis, bah voilà, maintenant ça va être, tu vois, on va avoir un groupe je sais plus comment il s'appelle le groupe d'ailleurs. Pas de groupe. Batgroup, et puis en dessous Batmade, Batsoft, etc., etc., les autres entités. À quel moment tu te dis ça c'est le moment de le faire, et à quel moment tu switches un peu et tu t'ouvres un nouveau focus d'une certaine manière parce que tu fais plus que Batmade, mais tu fais d'autres choses. Jusqu'à 2020, on avait une seule société. Jusqu'à 2020, c'était Batmade. C'était non, c'était encore une autre société. Ok, mais dans ce sens, vous faisiez que un truc. On n'avait que Batmade, mais qui marchait sur le modèle Batsoft, Ok, si on veut. ça vous l'aviez toujours eu. Ouais, mais ça vous l'aviez toujours eu, c'était... ok. Donc ça, c'était l'époque. C'est-à-dire qu'on n'était pas employeur, c'était nos clients qui étaient employeurs et nous, on était un intermédiaire administratif. Donc Comme une c'était la mise en fiduciaire. relation, comme une fiduciaire. C'était une mise en relation. Après, nous, on avait un rôle de fiduciaire. Ouais. Ça, c'était notre modèle de l'époque. Aujourd'hui, Batsoft, c'est juste purement un rôle fiduciaire, rien d'autre. Même pas de mise en relation. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec son employé, nous, on s'occupe juste de toutes les démarches administratives. Et ça, c'est donc pour que le client puisse devenir employeur de son propre personnel. Exactement, sans rien faire. Ok. Donc nous, on s'occupe de tout là-dedans. Mais à quel moment... Et en fait, quand on a changé de modèle, C'était le c'est-à-dire Covid. on a décidé, ouais, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, qu'on a vu que les RHT, donc les réductions d'horaires de travail, étaient refusées pour nos clients, et que nos clients commençaient à annuler leurs contrats, je dirais, un petit peu. Il y a eu 2-3 choses qui ont été faites un peu comme des pirates de certains clients. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, notre modèle n'a pas assez de protection et de sécurité pour les personnes qui travaillent sur la plateforme à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on devienne employeur. Donc là, en 6 mois, d'une plateforme, on en a créé 3. Et le 1er janvier 2021, on est devenu employeur de 2000 personnes du jour au lendemain. Donc ça a été la nécessité, ouais, ce qui est déjà hyper impressionnant, mais ça a été la nécessité. Ça, c'est donc le début du Covid, c'est quand il y a eu la grosse chute que vous avez eue de mars à mai 2020, si je ne dis pas de bêtises. Cette nécessité-là, vous êtes dit, ok, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose de différent, mais tout en gardant quand même le modèle, parce que Batsoft existe encore. On l'a gardé pour les clients, en fin de compte, parce que les clients, on avait le choix. En fait, nous, on a donné le choix, on a expliqué, on a dit lequel on recommandait le plus, donc c'était le nouveau Batmade où on est employeur aujourd'hui. On avait des clients qui ne voulaient pas. Qui voulaient rester employeurs, qui ne comprenaient pas pourquoi on devait changer de modèle. Donc nous, on a gardé ça, mais on ne fait pas de marketing. On n'a jamais mis un franc de marketing. Je dirais, à moins que les gens ont été se renseigner sur notre groupe, personne n'est au courant de Batsoft. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on l'a gardé pour nos anciens clients. Donc on a toujours eu quelques milliers de clients dessus, mais ce sont nos clients de l'époque, en réalité. Donc au sein du groupe, il y a Batmade, il y a Batsoft, il y a Batwork. Il y a Gotham.
Non. qui est séparé. Gotham, c'est séparé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans, dans le groupe? Après, on a une autre boîte, mais ça, je peux pas dire parce qu'on Ok. on a fait un peu déméner, mais ça, je peux pas en parler encore parce que c'est pas encore public. Ok. Mais en tout, bah, maintenant, on est divisé, on a une boîte par pays, donc Batmade France, Batmade Allemagne, etc. Aujourd'hui, on a 17 sociétés, en fait, dans l'ensemble du groupe. Et est-ce qu'il y a eu des échecs? Ah, on en a fait plusieurs, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça arrive. T'as quelques belles histoires à nous raconter sur des boîtes où tu t'étais persuadé que ça allait bien fonctionner au sein du groupe, mais je crois qu'il y a le dry cleaning par exemple. Il me Ouais, semble le que. Batmade Dry, ouais. Euh, Ça, je pense que c'était le plus gros échec qu'on a eu. Il était très dur, je dirais. Pour moi, il a été moralement dur à la fin de l'échec. Euh, pour raconter, donc en fait, on achète un premier pressing à côté de la gare de Lausanne. Ça se passe extrêmement bien, donc on devient rentable très, très vite. Juste après le Covid, on la rachète, hein. Hmm. Pendant le Covid, on a fait pas mal de trucs. Pour situer le. Donc on l'achète juste après, en début 2021, on l'achète à peu près à ce moment-là. Non, vers juin 2021 ou à fin de l'été à peu près. On le run pendant 6 mois, ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Et là, en fin de compte, je me dis, en fait, on peut le scaler beaucoup plus haut. Et il y avait une vision de faire vraiment un prix beaucoup plus bas que ce qu'il y a aujourd'hui dans le marché et d'offrir un service, en fait, clé en main à nos clients. Et là, on a acheté, donc, au mois de décembre 2021, on a acheté 3 usines, 5 pressings. C'est à peu près ça. Usine. Des usines pour vraiment traiter du Ah, linge en les masse. usines. Ok, d'accord. Ouais, Et ok. on est passé, bah, de nouveau, on a fait la campagne Coca. On a fait une grosse campagne Coca et en fait, on s'est retrouvé avec des milliers de clients du jour au lendemain en plus. Donc en fait, on était à, je dirais, une grosse taille de pressing. Au niveau suisse, on est déjà dans les gros de Suisse, mais c'est passé de tout tout petit, à avoir un tout petit pressing, Très, à très 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 gros. gros. On est passé dans la boîte, c'est passé, on avait au début, bah, j'avais que 3 personnes, je dirais, ceux qui étaient sur place et une qui était chez Sur nous ce projet. sur ce projet. On est passé à quasi 80 personnes en 3 mois. Donc il y a eu ce monstre boom, on avait 15 chauffeurs, on avait 50 personnes qui travaillaient entre les usines et les petits shops. J'avais 7 personnes au bureau. Donc on avait commencé à avoir du monde assez rapidement. Et en fait, on a commencé le projet, on a commencé à traiter les clients et après 3 mois, j'ai vu qu'on avait trop de problèmes opérationnels. La qualité ne suivait pas assez comme on devait le faire. Euh, et en fait, il y a eu 2 erreurs en une. Je dirais, j'expliquerai après pourquoi, mais l'erreur maintenant pour l'autre, c'est qu'on avait trop de choses en même temps. En 2021, j'ai ouvert 5 pays à l'international, plus c'est là où on a acheté le pressing. Plus engager tous les gens pendant le. Bon, ça c'était juste avant, mais C'était juste enfin, c'était avant. quand même. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. T'as pas eu le temps de te reposer sur ça, quoi. Donc Non, en mais fait, j'imagine direct, que on a attaqué 5 pays en parallèle, plus j'ai fait le pressing. Donc la boîte, il y avait c'était assez incroyable. Toutes les semaines, on avait 5-6 arrivées dans la boîte. Toutes les semaines. Et à la fin, on arrivait dans la boîte, il y a des gens, ils me disaient, mais je connais plus personne, Je sais pas etc. qui est qui. C'était le bordel, on devait rajouter des tables partout. Et en fait, ça a été trop vite. C'est à ce moment-là, en fait, on aurait dû faire une pause après où on est devenu employeur, stabiliser, faire un pays, etc. Ça, c'était la première, je dirais, erreur de jeunesse qu'on a fait à ce moment-là. Et l'erreur pour le dry, c'est qu'on a été très vite dans le process. Donc, on est vite devenu très gros, en réalité. Euh, la vision était, je pense, juste. C'est juste que le process et l'opérationnel ne suivaient pas du tout. Et en fait, j'ai viré la personne qui était en charge du projet, je pense, après 2 mois. Et là, en fait, j'ai commencé à avoir pas mal de petits soucis dans la boîte qui étaient à droite et à gauche. Donc j'ai viré, j'ai dû reprendre cette position. J'ai viré un autre gars, j'ai dû reprendre une autre position. J'ai mon enfant qui est né en parallèle. Et c'est à ce moment-là que je prends une décision. En fait, je reprends la position de head Batmade Dry. Euh, et là, je décide de le fermer tout de suite. Je dis, en fait, on ferme maintenant, on va arrêter parce qu'on n'a pas le temps d'aller. Sinon, ça va me prendre 6 mois complètement de mon temps de le redresser. Et j'ai dit, j'ai pas le temps pour ça, donc on ferme tout de suite. Et C'est une décision vachement dure à prendre, c'est ça, parce que extrêmement difficile, ouais. j'avais cette discussion hier justement avec quelqu'un où, en fait, tu as quelque chose qui fonctionne, même s'il n'est pas là où tu veux être. On pense toujours que ah, mais je suis pas là où je veux, donc c'est facile de couper. Mais tu vois une vision, tu as une vision, tu dis, mais en fait, on peut y arriver. Et de couper à ce moment-là, c'est ultra dur. Ce qui était compliqué, c'est qu'en plus, toutes mes équipes, personne ne voulait couper.
C'est-à-dire que on a fait un meeting, Là-dessus, je me ouais. dis, présentez-moi des solutions. Et en fin de compte, il n'y a personne qui arrive avec une solution, on ferme. Donc j'ai dit, bon, maintenant, en fait, on ferme. Et là, c'était parce qu'en fait, là, on arrivait dans du licenciement collectif. Et en fait, ça, c'était dur parce qu'on a dû donner des lettres, même aux gens qui travaillaient chez nous dans Batmaid normal, etc. Je dirais pas dans les employés de nettoyage parce qu'ils sont sur une autre société. Mais dans les employés de bureau, on a une société qui est seulement liée pour eux. Et on a donné cette lettre de licenciement collectif. Et là, ça a mis une atmosphère qui était Ouais. mais horrible, horrible. Et là, on donne à tout le monde dans la boîte en fait ce papier. C'est potentiellement tu vas être viré, mais c'est pas sûr. Et on n'a pas le droit de donner aucune information. En parallèle, juste quand nous on annonce ça, on donne ces documents, j'ai un article qui sort dans Blick des anciens employés qu'on venait de virer ou etc. qui me critiquent, mais très haut, le management à l'américaine, avec plein de choses dedans. En parallèle, j'ai mon enfant qui naît en même temps, je le vois pas. Parce que j'avais tellement de merde, j'étais en train de tourner, je me levais à 5h30, 6h du matin tous les jours, je suis arrivé à minuit et demi tous les soirs. Je n'ai pas vu mon gamin les 3 premiers mois. D'ailleurs, il est né, j'ai fait juste le jour. J'avais vraiment en plus un board le matin même. J'ai fait le board à l'hôpital, j'ai vu mon enfant naître. Le lendemain, j'étais au bureau. Il n'y a pas eu de switch ou quoi que ce soit, etc. Ça, c'était dur en parallèle. Et en plus, quand j'ai pris la décision de fermer Batmidrai, du fait que je l'ai. Et ça, c'est une autre erreur. Il y a plein d'erreurs qu'on fait sur le chemin. C'est que la communication à ce moment-là, au lieu d'inclure toutes les équipes du management en fait, dans cette décision, en fait, vu que j'étais pris par le temps, je me suis dit non, maintenant on ferme. Et je me suis mis en fait en porte-à-faux contre tout mon management. Et en fait, c'est là où il y a tout le monde qui commençait, il commençait à avoir une atmosphère qui était Tension. extrêmement Mhm. ouais, beaucoup de tension. Là, j'ai eu beaucoup de gens qui sont partis par eux-mêmes aussi à ce moment-là. Et là, fin juin, on donne les lettres. Ça, c'était, je crois, le pire jour depuis le début que j'avais fondé Batmade. On virait une ou deux personnes parce qu'il y a du mauvais travail ou bien il y a une mauvaise entente. Je dis pas qu'on prend l'habitude parce que c'est toujours horrible comme chose à faire, mais on a l'habitude, ça fait partie du job, je dirais. Par contre, qu'on doit les virer, là c'était 60 personnes, ça c'était dur. C'est la première fois que j'ai pleuré, je suis parti dans le jardin et j'ai pleuré avant d'aller donner les lettres. Quoi. Là, je me suis dit, ah, ça fait beaucoup. Moralement, ça donne un sacré coup parce qu'on n'est pas préparé à ça. Et on pense à tous ces gens qui ont donné plein de bonnes attentions pour le faire. Et on donne les lettres, etc. Et en parallèle, j'ai des gens qui partaient, etc. Et moi, j'avais de plus en plus de boulot, en fait, parce que je devais Puis t'as ta reprendre. journée, enfin, la boîte qui continue à tourner, quoi. Donc t'as Et il y a aussi le d'autres daily, trucs ouais, à faire. ouais. C'est pas que tu peux dire, bon, moi, je vais prendre un petit moment pour réfléchir à ça, puis pour me reposer un peu, quoi. Non, et en plus, j'étais claqué, claqué. Là, l'été, j'étais, je pense, à la limite d'un burn-out, hein, réalistiquement parlant. Je faisais que bosser tout le temps. J'avais une fatigue, mais hallucinante. Et, et là, je me souviens, je me suis donné un tout petit target pour la fin d'année. Je me suis dit, focus juste là-dessus. Le reste, tu verras après. Et en fait, décembre, j'ai réussi à faire mon target que je m'étais mis. Donc j'ai dit, ok, maintenant tu peux te remettre un peu plus. Et j'ai remis un petit peu de pression. Mais moi, j'ai dû prendre un coach. Je me suis dit, je me remets en question complètement quand il y a eu tous ces articles. Donc j'ai pris même un coach moi-même pour me remettre en question, pour voir, on me dit, mais qu'est-ce que je vaux. Ouais, quelle erreur t'as faite? Parce que Quelle tu sais que erreur t'en t'as as fait faite. d'une certaine manière et c'est normal, et voilà, quoi. C'est Absolument. juste de pas refaire les mêmes et de comprendre ce qu'on a fait aussi faux derrière, quoi. Et de comprendre tout le truc. Donc en fait, ouais, après, il y a beaucoup de remises en question. Et ça, d'une certaine manière, moi, j'aime bien faire la remise en question. Je pense que c'est sain. Mais tout en parallèle de faire tout ça en même temps, c'était assez dur. Moi, Et ça, je dirais que ça, c'est la plus grosse erreur. C'est une suite d'erreurs. Hein. Ce n'est pas une, mais c'est une Ouais. suite d'erreurs qui a amené à ce bourdon-là qui était dur. Et après, dans la presse, on en a reparlé. On s'est fait. Je dirais, c'était pas mal de mauvaise presse à ce moment-là. Et c'est assez dur parce qu'en fin de compte, l'échec est très mal perçu en Suisse. Mhm. Alors qu'il y a plein de boîtes qui essayent plein de trucs, mais de temps en temps, ils ne communiquent pas sur leurs échecs. Là, notre échec était public. C'est un échec. Hein. Mais c'était assez dur. En parallèle de tout ce qu'il y avait, l'atmosphère, etc. Donc ça, c'était dur. Je dirais que ça, c'est le plus gros échec, personnellement. C'est fascinant comme histoire. Et j'imagine, enfin, tu racontes l'histoire, j'essaie de me mettre à ta place à ce moment-là et je sens même l'émotion de Ouah, ça doit être lourd. C'est très pesant d'entendre ça et j'imagine qu'à ce moment-là, ça doit vraiment pas être facile pour toi. Mais c'est aussi la réalité de l'entrepreneuriat. Il y a des échecs, comme tu dis, il y a des moments difficiles et puis faut réussir à les traverser, quoi. Et malheureusement, on en parle assez souvent d'ailleurs, que c'est pas assez valorisé, que les gens comprennent pas que t'es pas un tyran qui a envie de virer des gens juste pour se faire de l'argent. Enfin, là, c'était une situation compliquée, t'avais pas vraiment le choix, t'avais les mains liées, et puis ça, j'aimerais bien qu'on éduque un peu plus les gens là-dessus pour qu'ils comprennent aussi que c'est pas toujours facile, quoi.
Ouais, surtout qu'il y a plus d'échecs que de réussites dans Ah, ça, c'est l'entrepreneuriat. évident. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de la peine à avoir en Suisse, en tout cas. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Tu penses relancer le dry cleaning à un moment donné ou ça a Je me été posais trop, la même question. ça a été trop, je sais pas, trop douloureux. Je répondrais différemment. J'adore ce projet. Ok. Ah, C'est pas, Ok. je dis Ça veut pas. pas dire Ok. qu'on veut le relancer, mais On ça va pas veut aller dire plus qu'il est loin là-dessus, il est mais intéressant pour toi, quoi. j'ai entendu un petit indice Voilà. dans cette réponse. Il est intéressant pour toi. J'aime le secteur. Ok, ça c'est ok, affaire à suivre. Bon, aujourd'hui, du coup, enfin, c'est une grosse boîte. Vous avez, tu disais 4500 personnes, je sais pas, enfin 4 millions de nettoyages, j'ai noté là dans mes notes. C'est quoi la suite? Est-ce que vous allez continuer à accroître le groupe? Est-ce que vous imaginez un exit, du merger and acquisition d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous essayez aussi d'acquérir des boîtes à l'international? Quand tu arrives à ce stade, comment est-ce que tu vois les choses? Tu préfères construire à l'intérieur, continuer à croître, peut-être vendre à un groupe encore plus grand? C'est quoi un peu les différentes directions possibles et qu'est-ce que tu préfères? Je dirais, on pense pas à la vente. Parce qu'en fait, si on veut faire le bien de la boîte, on pense pas à une vente de la boîte. Je dirais que c'est plutôt, en fin de compte, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour nous aujourd'hui, pour l'entreprise. Ouais. Moi, c'est mon bébé, donc c'est un peu c'est presque une personne humaine. J'imagine qu'est-ce que c'est le mieux pour Batmade. Donc en fait, qu'est-ce qui fait le plus de sens dans les 3 prochaines années à faire. Aujourd'hui, mon objectif, c'est plutôt comment on peut devenir le plus gros acteur européen dans notre secteur d'activité en termes de volume d'affaires. Ça, c'est ma priorité en réalité pour Batmade. Comment y arriver? Bah, il y a plusieurs manières. C'est grandir par nous-mêmes et c'est faire de l'acquisition. Ok. Donc, c'est là où on va focaliser notre temps dans les 3 prochaines années. Est-ce que ça aurait du sens de grossir sur les différents marchés aussi via de l'acquisition? Justement, on parlait des pays nordiques. Ça fait du Est-ce que- sens. Ouais, ça a du sens aussi d'aller dans cette direction-là, j'imagine. Ça fait du sens. Après, il y a toujours une question de consolider les marchés où on est déjà présent, Aussi. avoir une taille, entre guillemets, critique, parce qu'il y a toujours plus on est gros, plus on a quand même certains coûts qui baissent, et c'est important. Donc non, il y a la consolidation d'abord dans les marchés où on est présent, et après c'est de l'acquisition soit dans ces marchés, soit ici même en Suisse. Et après, potentiellement, une fois qu'on a bien entre guillemets, fait ce travail-là, après, potentiellement, pourquoi pas d'autres services? Hmm. Votre plus gros marché, ça reste la Suisse aujourd'hui ou Ça reste la ça Suisse. reste la Suisse encore? Mais il y en a d'autres qui arrivent rapidement à concurrencer la Suisse, on va dire, d'une certaine manière, ou c'est pas encore le cas? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Il faudrait qu'on mette plus de focus. Aujourd'hui, c'était la Suisse le focus numéro Ok. 1. Ça le reste encore, je dirais, pour 1 année et demie, 2 ans. Ok. Dans 2 ans, on discutera. Ok. Il y a encore une grosse marge de croissance en Suisse? Nous, on pense que oui. Ouais, ok. C'est intéressant. Ça me fait penser à votre stratégie d'acquisition. Comment en termes de marketing, donc, hein, comment vous faites pour acquérir des nouveaux clients? C'est quoi donc vous faites aujourd'hui pas mal de branding. Bon, il y a Martin Hingis, on en a parlé. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs plus simples, style du SEO, du SEA, des campagnes publicitaires? Est-ce que vous faites beaucoup de télé? Est-ce que vous faites beaucoup de radio? C'est quoi un peu le marketing mix qui vous permet de grossir en termes d'acquisition et de nombre de clients? Ou est-ce que c'est complètement autre chose? C'est pas de la prospection B2B ou autre? Non, non, ouais, je dirais, on fait tous les trucs digitaux un peu classiques, hein. AdWords et Meta, c'est je dirais, c'est le pipeline numéro 1. Ok. Je pense que pour n'importe quelle boîte qui aujourd'hui est une plateforme, je pense que c'est notre canal d'acquisition numéro 1. Tout pays confondu? Non. Ok, Il y a certains pays qui marchent un peu différemment. intéressant. Mais Tu je parlais de dirais la télé en France notamment, il me semble. par exemple. Ouais. Ouais. Mais en Suisse, par exemple, là, le SEA et Meta, c'est tout. Je dis pas le SEO, parce que le SEO, je dirais que c'est un complément dans une approche digitale Mhm. euh, et qui est compliqué. On peut débattre pendant très longtemps. On a fait un peu d'SEO, on en Ouais. fait toujours, hein, je dirais, on essaie toujours d'optimiser. Mais j'ai investi beaucoup moins dans le SEO maintenant que ce qu'on a pu faire dans le passé, parce qu'il y a moins de retour sur investissement en réalité. Et l'algorithme change trop souvent, etc. Il faut une équipe entière. En fait, on peut pas, à moins qu'on s'appelle peut-être Nestlé, on peut pas aller dans tous les différents canaux d'un coup, etc. Tous les canaux sont intéressants d'une certaine manière, hein. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est ce que j'ai découvert aussi avec le temps. Et il y a des décisions. Par exemple, la communication, après, peu importe la manière dont on veut communiquer, c'est un canal qui est extrêmement fort et où il faut des gens en place pour faire ça, juste de la communication.
Interne, tu dis, ou communication Interne, externe? interne, Ouais, c'est-à-dire interne, pour parler avec nos clients, pour faire du marketing, quoi. Mais la communication, c'est ce que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'en fait, si on veut avoir nous, on est en focus qui était très digital, donc nous, c'est ROI, généralement, donc Meta, SEA, ça marche très bien pour ça. Après, on a tout testé, hein. On a fait de la télévision, on a fait de la radio, on est passé en Suisse, on a testé toutes les chaînes, on a testé pas mal de radios, je dirais pas toutes, mais pas mal. On a testé les journaux, on a testé les billboards, on a testé les partenariats, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en Suisse. Bon, on a dépensé Beaucoup. pas mal de millions en marketing. Ouais, non, j'imagine, c'est intéressant. Vous centralisez l'équipe en Suisse pour votre marketing international ou vous avez des équipes marketing locales à chaque fois? Nous, on a tout en Suisse. Ok. Après, on bosse avec une agence qui est aussi en Suisse qui gère pour nous notre méta et le SEA aujourd'hui. C'est intéressant, pourquoi pas avoir intégré cette partie-là? Quel est l'intérêt On encore de l'avait bosser avec une avant, et agence? en fait, à un moment, quand on a eu le churn justement avec Batman Dry, la personne elle est partie à ce moment-là, qui s'occupait de ça, et ça nous a mis un peu dans le jus, parce que de reprendre ça du jour au lendemain avec etc., c'est compliqué, donc on a vite donné ça à une agence. Mais une partie était déjà une agence, c'est-à-dire que AdWords, qu'on a des gros budgets, nous on a c'est quand même un budget qui est conséquent qu'on met dessus. Euh, il y a plusieurs spécialités. En fait, aujourd'hui, vous connaissez bien comment ça fonctionne. Donc, en fait, il y a plein de spécialistes. Tout le monde s'imagine que c'est un seul gars, n'importe qui va gérer tout le SEA. Ben, non, ça marche plus pas aujourd'hui pour un niveau professionnel. Je dirais un niveau amateur de premier degré, oui. Mais si on veut aller très très loin, très poussé sur la manière de faire, non, là, je dirais, il y a au moins 2 spécialités qu'il faut mettre en place, minimum. Si après on prend Meta avec, il en faut une de plus, voire 2 de plus. Donc en fait, ça demande des spécialités en interne, d'avoir des équipes comme ça coûte cher. Donc après, il faut avoir un budget qui est quand même qui est extrêmement élevé pour que ça vaille la peine. Tu disais avant, au début, vous étiez très, entre guillemets, très digital. Vous avez fait aussi tout ce qui était offline, radio, etc. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un mix des deux? Vous êtes passé plus sur vous êtes resté très digital en termes de budget marketing? Moi, j'aime bien le 50-50. Ok. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé depuis le tout début de Batman. Moi, en fait, dans le digital, je prenais toujours les boîtes que je trouve qui étaient top en niveau digital. Donc pour moi, ça a été des boîtes comme, je dirais, il y a plein d'exemples, hein. Zalando, je veux donner, qui était extrêmement bon digital quand ils sont arrivés en Suisse. Ils étaient extrêmement agressifs et extrêmement bons. Donc ça aurait pu être un exemple. Et de l'autre côté, je dirais offline, c'était Red Bull. C'est pour ça qu'on est rentré aussi dans les sports. C'est que j'ai voulu j'ai essayé de faire un peu la même technique que Red Bull pour toucher un maximum de gens. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de suivre un 50-50. Aujourd'hui, dans la réalité des faits, on est plutôt autour de 60 digital, 40 offline. Ok. Mais ça reste quand même une part importante de votre marketing, Ouais. le offline du coup. Pour moi, c'est important. Ouais. Parce qu'en fait, le digital, comme si on fait que du SEA et du Meta, là, c'est cool pour du ROI, mais on fait pas de branding. Ouais. Donc en fait, à un moment, on va être capé par la notoriété. Et avec l'offline, ça nous permet d'avoir cette notoriété qui grandit à travers le temps et qui la rattrape à un moment. Aujourd'hui, on le voit, on a plus de clients qui viennent naturellement chez nous que par la publicité, Ouais, qui est la force du branding. qui est la force du Et brand. tu réduis aussi tes coûts, potentiellement tes coûts d'acquisition dans ton digital par ta communication offline. Parce que Exact. évidemment, les gens vont te connaître, puis du coup, ils te font confiance plus rapidement. C'est Ton coût juste. d'acquisition diminue, etc. Ça doit être des chiffres assez intéressants à regarder, justement, une fois que tu commences à faire les deux. De voir le digital qui diminue en termes de coûts parce que tu investis plus dans ton offline, quoi. Alors, la base, elle est complètement correcte. Mais dans la réalité des faits, c'est que Meta et Google, vu tous les 2 ans maintenant, ils tweakent tout leur algo. Et leur algo, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, il y a plus de compétition avec le temps. Donc, en fait, les bids, ça monte. Donc, en fait, en réalité, les coûts sont voués à monter parce qu'en fait, c'est le business model de Google et de Meta. Et c'est ça, en fait, ce qu'on voit, nous, par derrière, c'est qu'on a beau trouver d'autres manières pour optimiser, les coûts restent à peu près similaires dans le digital. C'est plutôt l'offline qui devient moins cher avec le temps. Parce que la notoriété prend plus, en réalité. Ça, c'est vachement intéressant. Bon, déjà, merci d'avoir expliqué que le SEA et bêta, c'était des choses complexes, notre combat de tous les jours. D'essayer d'éduquer un peu les gens là-dessus, c'est vrai que c'est pas évident. Et je trouve aussi intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient qu'au bout d'un moment, en fait, tu n'en as plus besoin. Et que le offline et la notoriété prend le dessus.
et que c'est plus nécessaire de faire du digital ou de l'acquisition payante. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples qui démontrent le contraire. Qu'en fait, c'est quelque chose, tu en auras toujours besoin. Et je pense que ce qui est intéressant avec vous, notamment, j'imagine, hein, tu me dis si j'ai tort, c'est que l'acquisition, vous avez un certain CAC, mais après, vous arrivez à capitaliser là-dessus de par le fait que les gens restent longtemps avec vous parce qu'ils ont un service qu'ils apprécient, c'est relativement facile. Puis une fois que tu as en gros ton service qui est fourni en temps et en heure avec une bonne qualité et que c'est un prix qui est raisonnable, vous avez une longue rétention, j'imagine. Donc votre LTV doit être assez doit être bon. Si on est toujours là, c'est que la LTV va. Ouais, exactement. Et que si vous continuez à grandir, c'est qu'elle. Le vrai ratio, c'est vraiment toujours le CAC sur LTV. Ouais. Ça, je pense que c'est le numéro 1 de quoi on doit réfléchir au marketing. Aujourd'hui, on me demande toujours c'est quoi ton budget? C'est quoi ton budget? Et j'ai dit en fait, on s'en fout du budget. C'est pas une question de budget, c'est une question d'optimisation. C'est-à-dire, quel est le ratio CAC LTV? On est prêt à dire je me sens à l'aise avec ça et ça fait du sens pour nous. Ouais. Et chaque entreprise est différente là-dessus. Parce que pour différentes raisons, je veux dire, chaque entreprise a différents types de CAC et de LTV et chacun est prêt à prendre, je veux dire, le montant, plus on a un ratio qui est faible, plus ça veut dire qu'on est en mode investissement et plus ça veut dire que peut-être potentiellement on va élever des fonds. Plus le ratio est haut, plus ça veut dire qu'en guillemets on a une sorte de cash cow en guillemets en réalité qui est en train d'arriver sur le pipeline et on se rapproche en fait qu'on voit les stades de maturité d'une entreprise. Oui, ouais, c'est intéressant. Petit pas en arrière. Gros pas en arrière. Gros pas en arrière sur un peu les débuts de ta carrière. Tu nous as parlé un petit peu des débuts de Batmade, etc. Mais avant ça, tu étais dans le trading, il me semble. Ouais. Ça te convenait pas? J'ai adoré le boulot. En fait, j'étais shipbroker, c'est courtier maritime. Donc en gros, d'un côté, tu as les clients, c'est des traders, charbon, c'est tous ceux qui ont des gros minerais de fer, généralement, parce que moi, c'était sur des gros bateaux, c'est les Panamax. C'est des grosses bêtes, c'est cette grosse cale gigantesque. C'est juste la taille juste au-dessous des plus gros mondes, qui sont les Capes. Donc il y a les Capes et après il y a les Panamax. Et moi j'étais sur les Panamax. Donc d'un côté on a tous les traders ou les boîtes qui font vraiment du trading de ces matériaux-là, qui ont besoin de les transporter d'un port à l'autre. Et de l'autre côté on est en contact directement avec les armateurs, qui peut être aussi des boîtes de trading, by the way, qui louent des bateaux, etc. Il y a tout qui se trade en fait en réalité dans ce métier. En fait le métier était génial, beaucoup de, je veux dire 2 écrans de téléphone, toute la journée on était sous stress, une adrénaline qui est énorme. Moi j'adore l'adrénaline au travail, j'ai vraiment kiffé. La seule chose que je trouvais un petit peu dommage, c'était tout le temps argent, 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 et pas en fin de compte de what's next. Donc, t'as le PNL, c'était what's next. Moi, j'avais besoin du what's next en réalité pour être un peu plus stimulé personnellement. Et en fait, j'avais un deal avec mon papa en fait à la réalité, qui était qu'avant que je rentre à l'Uni, moi, je voulais pas faire l'Uni, je voulais directement monter ma boîte. Et mon père, il m'a dit non, tu fais ton master, tu travailles 2 ans, et à la fin de tes 2 ans, je te donne 100 000 francs. Et avec ces 100 000 francs, tu montras ce que tu veux. Je dis ok, j'ai signé à la main. Et en fait, on est arrivé à 2 ans exact le jour, j'ai posé ma dème. Et j'ai appelé mon père et je lui ai dit écoute, voilà, papa, j'ai posé ma dème aujourd'hui. Il me fait mais t'es fou, tu vas travailler où, Nestlé? Tu sais, lui, il espérait que j'allais travailler dans une grosse boîte. Que ce soit bien, et en fait il n'était pas content du tout que je parte et je lui dis mais écoute on avait un accord, il me dit ok ouais c'est vrai, donc ouais il m'a envoyé, il l'a pas vu venir. Il l'avait pas vu venir, donc il m'a dit ok, pas aussi vite que t'allais donc l'oublier. il me dit ok, mais il me fait d'abord t'es sûr, va quand même et c'est là où je suis parti à New York à NYU faire quelques cours supplémentaires de 6 mois. En même temps je me suis plus éclaté que j'ai fait de cours, et c'est là où mon père m'a dit non mais va voir peut-être à l'Uni, t'as peut-être envie de faire encore un cours. Lui il voulait vraiment que je continue dans le université, grosse boîte, etc., qui ne m'intéressait pas du tout. Et c'est à ce moment-là, en fait, je suis revenu des États-Unis et là, j'ai commencé directement à bosser, quoi. Il y a une histoire de beer pong là-dedans, non? Les beer pong, c'était... ouais, alors, j'ai rencontré la personne Batmade pendant un beer pong, pong, ok. mais c'était bien avant le projet. C'est-à-dire que c'est Ah, pendant ok, que d'accord. je travaillais en tant que shipbroker que j'ai rencontré Eric, qui était mon cofondateur de Batmade. Mais c'est que 2 ans après que j'ai rappelé. Ok. Mais vous étiez... On quand s'est même vu en- une fois de temps en temps, etc. Et en fait, quand moi j'ai lancé Batmade, je suis revenu des États-Unis. Pas mal de choses. C'est là où j'ai repris l'hôtel. Donc j'ai fait il y avait plein de choses en parallèle qui ont eu lieu. Donc là, j'ai repris l'hôtel. En parallèle, au début, je voulais lancer du scooter sharing. Donc un peu comme Mobility, mais qu'avec des scooters. Et en fait, j'ai fait pendant 1 mois, j'ai fait 6 pays d'Europe. J'ai rencontré tous les producteurs de scooters, les producteurs de batteries, les producteurs de systèmes opérationnels
bornes fermées, bornes ouvertes, etc. Tout ce qui était les panneaux solaires qu'on pouvait mettre sur les bornes. Et j'ai préparé tout un plan. Et après, je me dis, je vais aller voir la ville de Lausanne, la ville de Genève, ils vont m'accueillir les bras ouverts. Et en fait, ils en avaient rien à foutre. Ils m'ont dit, non, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas prêt à vous louer des parkings. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si j'arrivais avec un projet comme ça, beaucoup de choses tu peux au moins t'asseoir pour discuter, quoi. Il y a les scooters orange là qui sont C'est vrai on voit de plus en plus, ouais, ça commence à popper. Voilà, mais moi, les c'était louer vraiment, je couvrais toute la ville directement. J'ai jamais vu. J'avais toutes les zones, tout était bien couvert, j'avais étudié tout le truc. Et en fait, je suis revenu, je me suis dit, c'est ça, mais il y a besoin de 7 millions d'investissements. Pour une ville, c'est 7 millions d'investissements à peu près. Et en gros, la ville de Lausanne, pas intéressée du tout, ils me disent, non, vous vous débrouillez avec les privés, vous faites comme Mobility. Et après, j'ai appris après coup. Aujourd'hui, Mobility n'a pas. C'est un peu différent pour eux, c'est beaucoup plus simple. Mais à l'époque, apparemment, ils devaient louer pas mal de places privées pour créer leur réseau de parking, qui était extrêmement complexe, onéreux. Et surtout qu'on a besoin de la ville parce qu'on a besoin d'électricité. En réalité, pour quand même mettre que les panneaux solaires, ça charge les scooters. Ça, c'était quand la date à peu près? Tu te rappelles? C'était août 2014. 14, ok. Ah ouais. Là, c'était bien avant tout le trend qu'on a aujourd'hui. Ok, ouais, parce qu'il y a eu entre-temps, il y a eu les trottinettes, les scooters, les voitures. Exact. Et en fait, c'était là-dedans que j'étais parti, donc je me regarde tout le truc. Je trouvais super intéressant parce que je pensais, en tout cas pour la Suisse, pour moi, c'est ce qui fait le dernier kilomètre le mieux, en réalité. Pourquoi? Parce que c'est électrique, c'est rechargeable très rapidement, donc ça pose pas de problème. 3, ça se profile partout, donc en fait, pas plus de bouchons. Dans des villes comme la Suisse, ça prend moins de place, donc c'était parfait en fait pour un milieu suisse. Pour moi, c'était ce qui fitait le mieux. J'étais visité à Barcelone, j'ai fait plein de villes pour aller visiter Paris, etc. Pour aller visiter les différentes personnes qu'on faisait. Et j'ai abandonné le projet parce que j'ai vu que les villes n'y avaient pas. Et c'est là où j'ai dit, ah mais non, mais il y avait Batmade que j'avais pensé en premier lieu. Je me dis, mais en fait, ça c'était la balle, j'y vais là-dessus. Je repars d'une feuille blanche. Et là, je commence Batmade Scratch. Et après une semaine, je me dis, après 3 jours, je me dis, je vais avoir besoin d'un associé si je veux aller plus vite. Parce que du jour où j'ai commencé jusqu'à on a ouvert la plateforme, il y a eu 6 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, je suis vraiment en feuille blanche. Et 6 mois après, on ouvrait avec des personnes sur la plateforme et le premier client. C'est extrêmement vite. Ça ressemble à quoi la première version de la plateforme? Le premier. C'était le bordel. C'était le bordel. C'était le bordel. Mais c'était tout manuel, vous faisiez tout à la main. Ouais, moi, j'adore ces trucs parce que pour finir, c'est beau, quoi. C'est aussi ça qui est cool, c'est de se rendre compte aussi. Voilà, pour les gens qui commencent, peut-être qu'ils lancent un premier truc, on pense toujours qu'il faut avoir tout parfait, machin et tout. Que t'es là, mais attends, la première fois. C'est moi qui ai été faire le ménage quasi, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné c'est j'ai été moi à faire des ménages. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre à un moment donné mais moi je trouve génial, c'est qu'à un moment donné je sais pas, on va voir, peut-être que on va apprendre à savoir, peut-être qu'en fait ça va pas marcher pour X ou Y raison, puis on arrête. Mais ces premiers trucs, ces premiers moments, ils sont juste exceptionnels parce que il y a des histoires de fou, quoi. Ouais, c'était chaotique la première année, mais c'était génial parce qu'il y avait des adrénalines up and down qui étaient super violents. Les charges opérationnelles qu'on se prenait, c'était fou. Aujourd'hui, un changement de ménage, par exemple, juste de dire on change la date et l'heure, à l'époque, on ne pouvait pas faire de changement. Ça devait être Donc je devais changer l'email manuellement du client pour pas qu'il reçoive les emails de changement. J'annulais son ménage, j'en rebookais un, je le changeais à la bonne date et après je lui envoyais un mail de non, ça prenait un changement de ménage, ça me prenait 20 minutes, 25 minutes. Ouais, mais c'est génial. Enfin, c'est beau aussi, c'est que t'es obligé. Ouais, t'es obligé de faire comme ça au début, dans le sens d'avoir ta plateforme qui est parfaite au début. En fait, tu sais pas les features dont tu auras besoin, etc. Et quand tu vois des gens qui passent 6 ans à construire leur plateforme, puis pour finir, il se passe rien derrière. C'est assez. J'adore ça. Moi, j'aime bien être vite sur le marché. Je trouve ça. Juste voir un peu ce qui se passe. Quoi. Comment les gens réagissent, est-ce qu'il y a de l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, les problèmes que tu vas avoir. Les problèmes, et surtout dans un texte, ce qui est bien, c'est que ça te permet de voir où en fait les gens bloquent. Ouais. Nous, c'est là où on a mis, en guillemets, les 3 premiers mois, on a pris une grosse charge parce qu'on a fait une campagne marketing au début qui, par hasard, c'était un truc, ça nous a boosté à mort. Un hasard énorme, il y a eu 2-3 facteurs qui ont fait que c'était une super campagne qui nous a coûté presque rien, en réalité. Et qui nous a eu 200 clients. Mais 200 clients, au tout début... C'est énorme. On n'arrivait pas à suivre. Moi, alors là, on a commencé à... déjà, on bossait beaucoup la première année, énormément. C'était dur de bosser plus, mais là... On a pris une charge pendant l'été, c'était l'été 2015. Je ne suis pas sorti de l'appart. Mais jour et nuit, je bossais, jour et nuit.
pour juste réparer les problèmes. On a des problèmes de paiement, des problèmes de trucs. Et les gens nous disaient, ouais, est-ce que vous êtes un scam? Pourquoi je reçois de paiement? Et on était, ah, le bordel. Et donc, manuellement, on devait aller dans les plateformes de paiement, remodifier parce qu'il y avait des problèmes de code. Donc, en fait, tantôt, le code, il marchait plus. Donc là, c'est là où on a fixé tous les paiements. Donc, on a fait 6 mois de code juste sur les paiements. Mais en parallèle, on n'a pas fixé tous les changements de ménage, tout le bordel. Donc, en fait, on a encore pas mal de choses manuelles qu'on devait faire derrière. Donc c'était assez. Ouais, puis on parle d'une époque où l'infrastructure des paiements n'était pas ce qu'elle est pour aujourd'hui. Ouais, c'est pas aussi ça n'a rien simple, à voir. hein, Aujourd'hui, tu as des API puis c'est réglé. Tu mets un lien et c'est terminé. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était ton cofondateur et toi qui avez développé la plateforme ou vous aviez quelqu'un d'autre qui s'en occupait? Enfin, comment vous avez mon construit cofondateur, la lui, base? s'occupait de la finance. Et moi, je m'occupais de tout ce qui était le CX, opérationnel, je dirais, opérationnel pur. En plus, levée de fonds, ça je m'en occupais toujours. Et tout le reste, quoi. HR, je me suis occupé. HR, déjà pour tout ce qui est le personnel de nettoyage. Ouais, t'as beaucoup de trucs à faire au début. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est chaud. Mais la plateforme, vous l'avez développée comment? On a pris une boîte externe, mais moi j'étais le product owner. Donc moi j'ai dessiné toute la plateforme, moi j'ai mis tous les boutons, j'ai acheté des livres sur presque tous les sujets de comment monter une plateforme à l'époque. Donc en gros, les couleurs des boutons, quelles couleurs il fallait mettre. J'ai commencé à lire tous les livres sur les couleurs, j'ai choisi les couleurs par rapport à ce que je voyais qui était le plus adéquat. Après les boutons, j'ai choisi la taille des boutons, comment je voulais, quelle image. On n'avait pas de testeur au début, donc c'est moi qui testais la plateforme. Quand on recevait une nouvelle release, c'est moi qui testais la plateforme jusqu'à que je trouve des bugs. J'étais encore, je dirais, head of la CPO, comme on dit aujourd'hui, Chief Product Officer, jusqu'à l'année passée. Jusqu'à l'année passée? Jusqu'à début d'année passée. Ouais. T'es devenu spécialiste UX en fait. Ouais, on a fait pas mal UX, UI, ouais. C'est moi qui gérais les. On est comment, on est comment niveau timing? On arrive au bout. On arrive au bout? Gentiment. C'est dommage, on pourrait continuer. Ouais, justement, on partait dans 2-3 trucs intéressants. C'est hyper fascinant. On fera une version 2. On passera sur une deuxième partie. J'aimerais juste te poser une petite question. On va avoir. On a combien de temps? On a quoi, 10 minutes? Même pas? Ça te va? Ça te va? C'est Andreas qui décide. Ouais. T'as combien de temps? Moi, ça me va. Ça te va? Je trouve intéressant de savoir comment ta vie a changé, enfin comment une journée de travail a changé pour toi entre le début et maintenant, et quelle est un peu l'évolution. Donc tu disais au début, c'était le bordel, fallait être partout, tout faire. J'imagine qu'aujourd'hui c'est un peu différent, même que tu nous as dit, tu fais plus des interviews, des choses comme ça, j'imagine que tu fais plein d'autres trucs. Mais comment est cette évolution-là, et comment est la vie aujourd'hui comment est une journée dans la vie d'Andreas Schellenborg? Alors, si on part du début, le début, c'était. J'avais lu le livre de Mark Rich. Je ne sais pas si vous savez qui c'est Mark Rich, c'est le fondateur de Glencore. Et en fait, j'ai fini son livre. Je me suis dit, maintenant, j'ai bossé. Il dit dans son bouquin, à quoi vous devez la réussite? Work, 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 work. Et j'ai fini ces pages-là. Je crois que ça finit comme ça. Je me souviens, j'ai claqué le bouquin. Le lendemain matin, à 5h du matin, j'étais debout. À partir de là, tous les matins, j'étais debout à 5h, 5h30. Maximum 6h, je devais devant mon écran. Ça, c'était la règle la première année. Et je finissais de travailler entre minuit et 2h30 du mat. Parce qu'il y a des jours où je devais monter à Verbier, je faisais des allers-retours à Verbier, mais je n'ai pas pris d'architecte pour rénover l'hôtel. Donc en plus, je devais gérer les... Ça, c'est quand tu faisais Batmaid et l'hôtel. Hein. Ouais, j'avais en parallèle la première année en plus. Donc ouais, c'était chaud. Donc je montais le soir pour aller juste contrôler les chantiers, après je redescendais en bas pour être prêt à 6h du mat devant mon écran. Le week-end je bossais, les week-ends le samedi c'était 8h, 8h. Grasse mat le samedi. Ouais, c'était 8h, 8h, et le dimanche c'était 8h, 8h, 1h. Et l'après-midi je faisais du flyering. Donc c'est même pas que j'étais off, j'allais faire du flyering dans les autres villes. J'ai fait du flyer, c'est pour ça que je connais extrêmement bien la Suisse maintenant. T'as fait tous les bleds, tous les machins. À Genève, j'ai dû faire minimum, je pense, 6 jours entiers de flyering à Genève, moi-même. J'avais pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire, donc c'est moi qui allais le faire. J'ai fait Neuchâtel, j'ai fait Yverdon, j'ai fait Lausanne, tout Lausanne, j'ai fait Puy, j'ai fait Lutry, j'ai fait Saint-Gall, Winterthur, Zurich, Zug, Lucerne. Le total. Bâle, j'ai fait qu'une journée. J'ai fait beaucoup de jours. Et la première année, j'ai pas pris un seul jour de vacances. Et la seule fois où j'ai pris un jour de vacances, en fait, une soirée où je suis sorti à boire des verres avec des amis,
C'est où j'ai rencontré ma femme, qui est ma femme aujourd'hui. Oh là, t'as bien bien tombé. choisi, ouais, En c'était plus, c'était à Genève. ultra efficace, quoi. Ah, je suis impressionné par ta détermination. C'est impressionnant. Ça, c'était la première année. La deuxième année, j'ai pas pris de vacances. Mais je prenais les dimanches, là. Je prenais un dimanche sur 4, une fois par mois. Comme ça, je faisais un petit peu 2, 3 autres trucs avec. Mais les vacances, ouais, je crois que la première fois que j'ai passé une semaine, c'était ma pire semaine de vacances. J'étais tellement stressé d'aller en vacances, en fait. Même aujourd'hui, j'ai de la peine à aller en vacances, pour être sincère. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu prends un peu de vacances quand même Oui, 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 mais là j'étais en vacances, mais j'essaie de choisir des jours. En fait, j'ai pas mal de jours fermés, en fait, parce que je reçois quand même pas mal d'emails par jour. Et en fait, sinon en vacances, t'es stressé parce que tu reçois tout le temps. Tu vois, je me pose sur un Mac, tu vois, je montrais l'autre jour à ma mère. Je me pose, je dis rien. Je faisais un call, je finis le call, j'avais 10 mails. Et quand t'as ça qui vient en permanence, tu vois, et le retard, je peux pas revenir un jour et avoir 1000 mails non lus. Et ça, c'est si je loue pas pendant une semaine, c'est ça. Donc, et c'est tous des trucs que tu dois traiter, que tu dois suivre, etc. Donc ça devient assez lourd tu dois suivre. Ouais. Et ça, c'était le truc, c'est comment gérer bien ce truc. Là, maintenant, ça va mieux. C'est plus simple. C'est un tout petit peu plus gérable. C'est un peu plus gérable. Non, mais avec le temps, je pense qu'on apprend aussi ce qui est vraiment important à faire aujourd'hui, ce qui peut être fait demain. On apprend à gérer ses urgences à soi-même aussi et à la boîte. Je pense que c'est ça aussi. Je sais ce qu'aujourd'hui est très urgent aujourd'hui pour la boîte et ce qui n'est pas urgent, même s'il y a d'autres gens qui vont dire ah c'est super urgent. Je dis ça c'est moins urgent, ça c'est le plus urgent aujourd'hui. C'est manager le temps des gens. Et je dirais qu'aujourd'hui dans la boîte, maintenant on a des work time qu'on a mis qui sont, il y a peu de gens je dirais maintenant aujourd'hui dans la boîte qui font des heures sup. À l'époque, tout le monde faisait des heures sup, il n'y avait même pas de discussion, même un stagiaire il travaillait 11 heures par jour, ouais. c'était la culture de la boîte. Aujourd'hui, non, tout le monde doit se timer quand il arrive. Celui qui fait trop d'heures, on va lui parler. On est devenu un peu plus dans le système un peu simplifié. Pour moi, c'est différent parce que je rentre à la maison, j'ai toujours des mails. Le week-end, quand je monte à Verbier, je travaille sur d'autres types de projets. Donc j'ai toujours des choses à faire. Donc ça ne s'arrête pas. Mais j'essaie de plus de profiter maintenant. Mais j'ai aussi le décès de mon père il y a 1 mois et demi. Donc j'essaie le week-end, j'essaie de profiter un peu plus de mon fils. Ouais. Ça te fait changer un peu de perspective, etc. Tu apprends un petit peu certaines choses. Et il y a aussi un cours naturel des choses qu'il faut que tu puisses. Moi, j'adore travailler. Moi c'est une passion, hein. C'est un hobby de travailler. Tu donnes un peu à chaque fois, j'ai l'impression, que tu avais toujours plusieurs choses en même temps. Tu vois ce que je veux dire, il y avait Batmade, il y avait l'hôtel, il y avait Batmade, ensuite il y avait le dry cleaning. Enfin, même si ça se ressemblait entre guillemets, il y avait plein de choses en même temps. T'entends souvent des phrases de gens qui disent il faut être ultra focus sur un seul truc et faire qu'un seul truc, etc. C'est juste. C'est quoi Parce que moi, j'ai toujours de la peine avec ça. J'ai toujours de la peine à faire un seul truc. Mais t'entends toujours des gens qui disent faut faire qu'un seul truc. Si t'en fais deux, tu vas te disperser et t'en feras aucun des deux bien. Je connais pas l'hôtel. J'ai l'impression que c'est une réussite aussi. Batmade, on peut dire que c'est quand même une belle réussite. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Comment tu vois le truc du focus et de... Aujourd'hui, si tu me demandes ce que je fais qu'une seule activité réellement, c'est Batmade. Je suis CEO de Batgroup. C'est ça mon activité. L'hôtel aujourd'hui, c'est 5 minutes de téléphone par semaine. J'ai un super directeur qui est sur place. Ils n'ont pas besoin de moi. Okay. La stratégie, elle est mise sur 10 ans. Je dirais, le gros travail a été fait il y a quelques années en arrière, de mon côté. Maintenant, c'est structuré, donc ça fonctionne et j'ai des gens de confiance. Ça marche au top. Il n'y a que Batmade Batgroup qui me demande beaucoup de temps. C'est le seul projet qui me demande beaucoup de temps aujourd'hui. Donc en fait, j'ai un focus qui est 100% sur Batgroup. Après, si on parle le soir ou etc., quand les gens diraient j'ai un hobby, c'est je vais voir un musée ou quoi que ce soit. Moi là, je travaille peut-être sur autre chose. C'est peut-être une fois par mois, quoi que ce soit. Ça, pour moi, c'est pas un focus. C'est pas un focus. Ok, pour toi, ça représente pas un focus. C'est une activité haute, mais c'est pas un focus. Mon focus, c'est Batgroup, 100%. Okay. Et en fait, c'est ce que j'expliquais peut-être avant de l'erreur avec Batmade, avec le fait de faire trop de choses. Je pense que le focus aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai aussi appris à faire. Je focus beaucoup plus. T'es meilleur maintenant là-dessus. Je dis beaucoup plus non que oui, et c'est important. J'avais tendance à dire oui partout. J'adore. Je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant de faire toujours des nouveaux trucs, mais en fait, c'est pas bon pour le projet initial. Ouais. Donc on doit avoir cette. Mais tu as dû apprendre ça d'une certaine manière et devenir meilleur là-dedans, quoi. De hard way, tu vois, avec l'erreur qui s'est passée dans le passé. Donc maintenant, aujourd'hui, non, j'ai un seul focus, c'est Batgroup. Ok. C'est vraiment Batgroup. L'hôtel, c'est pas un focus, c'est une activité, voilà, c'est une activité. Ça run.
J'ai plutôt une activité de propriétaire, mais j'ai pas une activité de management en réalité. Parce que la stratégie, on l'a fait une fois, je dirais une fois tous les 3-4 ans, on remet en place une grosse stratégie. Et là, c'est une journée de travail. Hein. C'est pas beaucoup plus long que ça. C'est juste on remet en place et vu que c'est des flows qui sont différents et un autre timeline, je dirais. Hein. C'est pas comme Batmade qui est très réactif, on peut bouger du jour au lendemain, etc. Un hôtel, c'est du long terme, etc. Donc je suis pas pressé. Ok, intéressant, merci. Ce qui nous amène à notre traditionnelle question de fin. Andreas Schollenborg, que faut-il pour avoir une belle vie? Trouver son bonheur, je pense qu'il est individuel pour chacun. Trouver son bonheur. Comment est-ce qu'on trouve son bonheur? C'est une bonne question. Je pense que, en tout cas, moi, je suis toujours sur la route d'essayer de le trouver parfaitement, etc. Je pense que c'est avoir une dose d'un petit peu toutes les choses qui nous font plaisir, mais chacun avec son échelle dans chacune des doses. Voilà. Et moi, j'essaie de trouver quel est le bon dosage de mon côté. Et pour toi, c'est un mix entre la famille, le travail, qui est aussi ton hobby, du coup, c'est tes passions que tu suis qui te permettent d'avoir ça aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est toujours les trois piliers clés. Hein. C'est la santé, la famille et le travail. Les trois sont extrêmement importants et c'est comment est-ce qu'on peut juguler les trois ensemble. Bon, moi, je suis quand même encore aujourd'hui quand même pas mal au travail. Pour moi, c'est vraiment une passion. Hein. Je me sens pas travailler quand je travaille. Donc ça, c'est assez cool. Après, j'adore être avec ma femme, mon fils, avec ma maman, avant avec mon père. Donc, je veux dire, on aime tout, il faut profiter de tout. Et après, ça sert à rien de faire. Moi, j'aime pas trop faire des plans parce qu'en fin de compte, je suis quelqu'un qui sort généralement des plans. Donc, donc je préfère en fait vivre jour au jour et essayer de trouver gentiment, en fin de compte, qu'est-ce qui sera le mieux pour demain. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à pour ton vous. temps aujourd'hui. Merci pour C'était un ton plaisir temps. de t'avoir. Avec plaisir, merci.